30 secondes. OK, donc bonjour. Aujourd'hui, je vais couvrir les exercices, finalement, premier pas pour permettre d'être sûr que tout le monde a bien assimilé la matière. Donc, je commence à partir des notes 07H et je vais finalement les suivre en ligne jusqu'à la 09A. Donc, il y a une partie vers la fin qui va couvrir des notions pas encore vues en classe, mais on va les voir bientôt. Donc, pour cet enregistrement-là, je ne ferai pas quand même l'aspect des tests unitaires pour garder finalement le même sujet au niveau des notes de cours. Donc, si on commence, ici pour l'exercice premier pas, on commence par créer un projet. Donc, je vais, pour cette démonstration-là, être dans un répertoire finalement démonstration. Le code que je vais montrer ici va donc se trouver dans les notes de cours, dans Démo Classe, dans le répertoire de démonstration. Comme ça, si vous avez besoin de retrouver l'information, vous allez pouvoir la voir. C'est la même information qui va se trouver aussi dans les choses que j'ai faites avec le Démo Classe. Donc, c'est pas vraiment essentiel de pouvoir la voir, mais si vous avez besoin de le retrouver, vous allez pouvoir le faire. Donc, ici, je vais créer un projet. Donc, ng new premier pas pour finalement créer le projet dans mon repo. Donc ici, la commande ng installe finalement les packages, installe avec npm toutes les librairies dans notre environnement. Donc ici, les fichiers sont en train d'être installés. Le répertoire Node module va apparaître bientôt lorsque l'installation ici va terminer. OK. Donc, maintenant, ce que je vais faire, ici, je vais amener le répertoire premier pas dans mon éditeur pour finalement demander à Visual Studio Code de réouvrir finalement l'exercice premier pas à partir du répertoire. C'est pas essentiel pour les manipulations, mais souvent c'est plus facile d'être à la racine de notre environnement. Donc ici, je suis dans le répertoire premier pas. Si je fais CTRL-J pour pouvoir ouvrir mon terminal, et ici j'ouvre le terminal, donc je suis dans le répertoire qui vient d'être créé, donc dans le répertoire premier pas. Donc ici, je peux faire npm install bootstrap. Donc ici, cette commande-là doit être installée dans le répertoire du projet. Donc, dans le même répertoire où se trouve finalement notre AngularJSON, le package.json. Donc ici, ça a installé les deux, finalement les deux packages qui contiennent finalement le bootstrap. Donc, à partir de ce point-ci, on peut, tel que le dit l'exercice, on peut aller ici dans notre appcomponent.html, enlever le contenu et faire finalement un titre premier pas pour notre application dans le angular.json. Donc ici, on a les deux, on a le style. Il y en a un plus bas, on ne doit pas le modifier. On doit modifier celui-là qui est au début du fichier. Donc ici, on peut ajouter finalement le node module bootstrap min. Et ici, on veut installer le bootstrap min, mais ici le bundle pour permettre éventuellement d'avoir le bundle est requis pour les menus déroulants. Donc, si vous n'avez pas le bundle, vous allez avoir une erreur avec Popper.
Donc, à partir de ce stade-ci, j'ai installé Bootstrap. J'ai mis finalement un header dans mon application. Donc, je vais faire ngserve pour démarrer mon serveur. Et donc, en attendant que le serveur démarre. Okay. Donc, ici, mon serveur est démarré et sur le port 4200. Donc, en gardant le doigt sur contrôle, je peux ouvrir dans un navigateur mon application premier pas. Donc, ici, je vais réduire un petit peu l'affichage pour rien que me permettre de l'avoir pour les fins du vidéo dans le même écran. Donc, on a notre exercice premier pas. On peut finalement mettre du contenu pour démontrer l'élément. Comme je dis ici, le navigateur va être rapetissé uniquement pour fin de démonstration. Donc, on a notre premier pas. On voit qu'on a du font qui est de type Arial. Donc, ça nous confirme qu'on a notre Bootstrap installé. Et on peut donc continuer dans notre exercice binding. Donc, pour fin de démonstration, donc on veut créer finalement une variable monText. Donc, je vais aller ici. Je vais ouvrir finalement mon app component. Donc, ici, j'ai mon app component qui est en bas. J'ai mon HTML qui est en haut. Donc, ici, si je crée ma variable monText, bienvenue à cette démonstration. Et si on affiche ici le contenu, on peut donc mettre, donc je vais mettre H2, et ici on va mettre pour l'interpolation, mon texte, qui fait en sorte que ici le texte qui est là, et le texte qui est là, en fait, on peut utiliser la OK, où est-ce qu'il est pas là? Donc, le texte qui est là et le texte qui est là font en sorte que le texte ici va s'afficher. Donc, d'un point de vue, le contenu qui est ici est interpolé par le contenu qui est ici. Donc, si on continue, enlever la flèche. Donc, on a notre première interpolation. L'interpolation de la variable. Donc, les composantes, les éléments ici qui sont dans notre classe sont accessibles à notre HTML pour fin d'affichage. Donc, si on continue au niveau du binding, ici on va créer, comme l'exercice le disait, 3 boutons. Donc, je vais mettre une séparation pour faire les éléments. Et on va faire button.btn primary bouton 1, bouton 2 et bouton 3. Donc ici on a les 3 boutons. Donc le premier, si on le met disabled, on voit que le bouton va devenir disabled. Ici on va créer une variable pour bouton actif, le mettre true. Donc ici, contrairement dans les notes de cours, j'utilise finalement le camel case pour respecter finalement les
les règles d'écriture finalement en Angular qui finalement le TypeScript devrait être écrit en camel case. Donc, les notes de cours seront modifiées ou corrigées pour cet effet. Ici, le deuxième bouton, l'exercice demande de faire, d'essayer d'affecter finalement l'attribut disable avec la variable bouton actif. Donc ici, je n'ai pas d'erreur. Par contre, l'effet escompté n'est pas aucun effet. Donc ici, ce genre de binding, bien que ici le code a vraiment été mis à true. Donc si je vais voir dans le inspect, si je regarde finalement mon contenu qui est généré pour mon app, j'ai mon bouton disable. Le deuxième bouton est aussi a une valeur disable, mais il n'y a pas d'effet. Donc l'assignation AUL n'a rien changé. La dernière forme, qui est finalement celle qui va fonctionner, est où est-ce qu'on met un disabled, et ici on met donc en guillemets bouton actif. Donc ici on voit que la variable, donc le bouton est, en fait ici il faut que je mette la négation de bouton actif, désolé. Donc ici on voit que donc il y a quand même, ici ça n'a quand même pas eu d'effet. Ici on voit que le disable, lorsque le bouton est actif, a l'effet. Si je le mets à false, on va voir que le bouton 3 va devenir inactif. Donc, encore ici, ce binding-là, donc ici, cette variable-là est rendue finalement dans le bouton ici, qui a finalement modifié l'attribut disable, qui finalement change l'état du bouton. De la même façon, si je vais dans Inspecter, je regarde le bouton et je regarde finalement son état, le troisième bouton. On voit qu'en ce moment, il est actif. J'ai pas, finalement, l'attribut apparaît pas, mais la valeur est changée. Donc, si à ce niveau, à cet effet-là, je regarde finalement dans mes propriétés, si je regarde finalement mon bouton, donc ici ça me permet d'aller récupérer mes trois boutons, de voir, donc le premier, il y a un attribut disable, le deuxième a pas d'attribut, et le dernier, finalement, qui est celui-là qui m'intéresse, si je vais chercher le troisième et je regarde son état disable, on voit qu'en ce moment, il est à false, donc le bouton est actif. Si je le mets à true, donc ici, ça va faire en sorte qu'il va être configuré à... en fait, non. Si je le mets ici à true, ce qui fait en sorte que lui va être... on finit par l'avoir. Donc à false, donc lui, il va devenir à true. Et si je retourne ici pour mon élément, je vois que la valeur de ma propriété est modifiée par la valeur qui est finalement mise ici. OK. Donc, ceci était pour la première partie. On a donc notre élément. Donc, la suite, ici, on veut faire le event binding. Donc, si on va dans notre bouton ici, le troisième, on va changer un petit peu la structure du bouton pour pouvoir le voir. Et ici, je vais me créer une fonction click égale on button click. Donc ici, j'ai une erreur parce que finalement, cette
cette méthode-là fait référence à une méthode qui doit être dans ma classe. Donc ici, je vais créer ma méthode. Donc si je fais on button click, en fait, pour respecter les mêmes notes de cours, on va fixer celui-là. Clic. J'ai deux i. Donc, un button click finalement. Ici, la variable, donc l'événement qui est ici est lié à notre bouton. Donc ici, cette méthode-là va être appelée lorsque le bouton va être cliqué, qui va changer finalement la variable. Donc, en termes de séquence, le bouton va appeler la méthode va changer la valeur du bouton, le bouton va devenir dans un autre état, et ce bouton-là va donc va changer l'état du bouton. En fait, non, va changer l'état du bouton qui est ici, qui va faire en sorte que mon bouton va devenir inactif. Donc, si je clique dessus, on voit que le bouton devient inactif. Bien entendu, ici, puisque le bouton est inactif, je ne peux plus cliquer dessus pour pouvoir changer son état. Donc, le premier bouton, on va l'appeler toggle, et on va aussi faire la même chose, donc ajouter la méthode click et on button, non, on va l'appeler on button click. Donc ici, la même méthode est appelée par mon premier bouton. Donc je vais enlever le disable ici. Ce qui fait en sorte que toggle va à cette heure pouvoir contrôler mon bouton parce que finalement la méthode ici est appelée et va changer mon état. On peut aussi écrire le code sans avoir de méthode. Donc ici, ça a le même effet. Donc c'est l'équivalent en gros d'avoir le code ici mis dans notre fonction ici. Donc, ce qui fait en sorte que ici, on a tout simplement le code Java TypeScript exécuté par l'application. Donc, on a la première étape, un binding d'un événement par le bouton. Ensuite, si on continue, on va mettre un autre séparateur ici, parce que j'aime ça avoir un séparateur. Et ici, on va faire donc un input text et on va faire un binding avec input et on va appeler notre méthode input of text. Ici, on va mettre un événement, donc event, qui est finalement le contenu de l'événement qui va être généré par le input, qui va être mis en paramètre à la fonction. Donc, ici, on peut ajouter input of text qui va recevoir l'événement. Et ici, on va faire un console log de notre event, rien que pour voir finalement un peu dans la console le contenu qui est transmis. Donc, ici, on récupère, donc Copilot a déjà rempli l'information, donc event target value va contenir la valeur qui nous intéresse, et on va modifier finalement le texte qui est ici, qui fait finalement, va modifier le contenu. Donc, si on regarde encore un peu cet aspect-là, je vais rapetisser un petit peu mes écrans, donc déplacer ici. Donc, lorsque on va mettre du contenu dans l'input, le contenu va appeler la méthode ici. Donc, la méthode va avoir le console log, va changer la valeur. La valeur, donc mon texte, va changer. Et ce qui fait en sorte que mon texte ici va afficher finalement la nouvelle valeur. Donc, si on regarde l'élément, voici un texte. On voit finalement que
le input change le contenu par le fait que cette méthode-là change ce contenu-là. Donc, ici, on a le changement. Si on regarde dans notre console maintenant. Donc, dans notre console, lorsqu'on tape un texte, donc voici donc si j'écris bonjour, on voit que le input event, donc il y a différents paramètres, mais entre autres, donc ici le input event va recevoir un target qui est de type, donc ici qui est de type input, et le target va avoir, si on descend et on clique ici, on descend encore, on trouve value. On va voir que finalement la chaîne bonjour qui est notre texte va être élément. Il y a beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres informations additionnelles dans un input target. Donc ici, on récupère l'information. Donc, si on met le bon type, donc ici je reçois un événement qui est très générique, mais qui correspond finalement au fait que j'ai un événement ici. Et ici, on peut donc transformer. Donc, le event target va devenir un HTML input element parce que finalement, l'événement qui est ici vient d'un input element. Donc, j'ai le HTML input element. Et ici, je récupère l'attribut value. Donc, en étant dans le type input element, ça fait en sorte que les attributs, si je fais ici CTRL espace, on voit qu'on a les différents attributs qui correspondent aux mêmes attributs qu'on avait dans notre page web. Donc, entre autres, ici, on a value qui finalement va avoir l'élément qu'on veut afficher, donc le contenu de notre input. Donc ici, lorsque la variable, donc on voit que la variable au début mon texte a notre démonstration. Par contre, lorsque la page est rechargée, on voit que le input n'a pas la valeur de notre variable. Donc mon texte ici ne correspond pas à la valeur qu'on a dans notre input. De la même façon, si je tape ici un texte, bonjour, là on voit que les deux ont la même valeur, mais c'est parce que finalement, c'est que la méthode ici a modifié mon texte, mais c'est pas réciproque. Donc si ici j'ajoute un bouton ptn danger, efface. Et ici je mets clique mon texte. Button, qu'est-ce qui me manque? Ah, button. Donc, si je mets un texte, donc si je mets bonjour, si je fais effacer, donc j'ai effacé la valeur. Donc ici la valeur est effacée, elle n'apparaît plus. Donc ici mon texte est vide, mais on voit qu'il y a encore du texte dans l'input. Donc ici pour régler le problème, donc ici j'ai une forme, j'ai un binding pour récupérer l'information de mon input. Et ici, je peux faire un binding pour ramasser la valeur de mon texte et la mettre dans valeur. Donc, ici, cette ligne-là, ce que cette ligne-là fait, c'est qu'elle va récupérer la valeur de mon texte et, en fait, donc la valeur qui est dans ma variable mon texte et la mettre dans le input. Donc, c'est vraiment dans cette direction-là. Donc, cet élément-là correspond à récupérer la valeur de mon texte et la mettre dans le input. Ce qui fait en sorte qu'à cette heure, si j'efface, le contenu est effacé aux deux places. Il est effacé à la fois dans mon texte et dans mon contenu. Même chose, si je recharge la page et le texte est initialisé, donc au démarrage, ce texte est mis dans la variable mon texte. Donc,
après le chargement de la page, cette variable-là est mise dans mon texte, qui fait en sorte que le binding qui est ici va prendre la valeur mon texte, va la mettre dans la valeur, ce qui fait en sorte que le texte va apparaître dans le menu qui est ici. Ici, c'est donc un binding qui nous permet de faire les deux directions. Donc, il nous permet de recevoir et d'écrire. C'est un genre d'opération qu'on va souvent avoir à faire dans une application web. C'est un élément qui va fréquemment être utilisé. Donc, pour permettre de faire cette opération-là, il y a une librairie qui permet de créer une directive avec le même effet. Donc, si je fais ici donc une variable et je fais, donc ici je peux faire mon texte avec two-way binding. Donc ici je me suis créé un input. J'utilise une directive qui est nouvelle. Donc la directive, elle, ici, en ce moment, il y a une erreur qui dit que finalement la directive ngModel n'existe pas. Pour faire apparaître en fait, pour dire à Angular, apprends à utiliser cette directive-là, dans le app module, il faut finalement ajouter le forms module. Donc ici, le forms module qui vient du import qui est ici, permet d'ajouter la directive. Donc à ce temps, mon erreur de ngModel n'existe plus. J'ai une autre erreur, mais ce n'est pas relié au form module. En passant, ici, l'éditeur a ajouté ce import-là. Si je l'enlève, si je vais ici, je suis capable avec QuickFix de dire à mon éditeur de l'ajouter. On va espérer, on va avoir assez de batterie pour pouvoir finir la présentation. Donc, par la suite, si je retourne ici j'ai une erreur parce que cette variable-là n'existe pas. Donc, dans mon app, donc ici, dans mon app component, je peux ajouter finalement mon texte et dire two-way binding. Donc, ici, j'ai une nouvelle variable, mon texte avec two-way binding. On voit que mon texte est automatiquement mis dans mon input. Donc, si je fais si j'augmente ma taille, quoique je pourrais tout simplement aussi dire class form control. Donc ici j'ai mon texte qui apparaît et ici je peux aussi donc ensuite mettre un HR et mettre texte avec two-way binding qui fait en sorte que on va mettre un class pg info pour le mettre d'une couleur différente. On a le texte avec le two-way binding qui apparaît et qui est synchronisé. Ceci est synchro. Donc ici, j'ai le two-way binding. Donc tout à l'heure, je recréais un two-way binding avec les deux requêtes, donc pour lire et écrire. Ici, j'ai une seule directive qui fait en sorte que le contenu de ma variable, donc cette directive-là va lier cette variable-là avec l'input. Et finalement, dès qu'il y a un changement, la variable va être changée, qui fait en sorte que lorsque cette variable est changée, le contenu est modifié aux deux places. Donc, ici, ça permet d'avoir le two-way binding, qui nous permet donc de simplifier la mécanique et de faciliter la création. Donc, ce qui nous amène donc ensuite au ngIf. Donc, pour le ngIf, le ngIf va permettre de pouvoir contrôler l'affichage d'un élément pour
pour qu'il apparaisse ou non. Donc ici, je vais me créer un div. On va mettre un class border danger, rien que pour pouvoir voir un peu mon div. Et ici, je vais déplacer mon contenu de ma div en tête. Rien que pour faciliter finalement la vision, div container, div row. On va déplacer ça ici. On va finalement reformater le document. Et donc, on voit à cette heure qu'il y a une bordure autour de la div qui est ici. Donc, ce qui nous permet de pouvoir plus mieux illustrer finalement ce qui va se passer. Donc, ici, je vais me créer une variable qui va être pour afficher le contenu. Donc, si is available égale true, ce qui fait en sorte que ici, je vais avoir le contenu que je veux l'afficher conditionnellement à l'état de cette variable. Donc, ici, j'ai mon container, j'ai mon row. Je vais ajouter un bouton ici. btn success. Donc, affiche efface. Je vais l'appeler cache. Et donc, ce bouton-là, pour pouvoir faire en sorte de changer la variable qui est ici, je vais lui mettre un clic. Et ici, on va dire affiche cache. Non, en fait, je vais faire is available. Donc ici, ce bouton va changer l'état de cette variable de true à false ou false à true. En fait, on va même ici ajouter en fait, je vais l'ajouter ailleurs. Donc ici, H1 is available. Donc on va afficher le contenu de is available. Donc ici, il est à true, là, il est à false, il est à true, il est à false, il est à true, il est à false. OK, on continue. Donc, ça fait en sorte que pour l'instant, il n'y a pas encore de ngIf. On a rien que mis un bouton pour pouvoir contrôler l'affichage. Donc, si on continue cet élément-là, donc ici, cette div-là, je vais la mettre conditionnelle à un ngIf. Donc, je fais étoile ngIf. Donc, je vais aller chercher ici. Et ici, je peux mettre is available. Donc, par défaut, ici is available est à true. Donc, ça fait en sorte que le contenu qui est ici s'affiche. Si je le change, le bouton il est à false, on voit que le contenu disparaît totalement. Donc, ici, dans mon container, dans mon row, on voit que ici, j'ai mon if, mais le row est entièrement vide. Donc, il n'y a vraiment rien dans mon row. Et si je change le bouton à True, là on voit que le row devient avec du contenu et qu'il y a l'ensemble du contenu de mon application qui apparaît. Si je le coche, le DOM est réécrit et le contenu disparaît. Donc ici, si pour afficher cache, si je veux pouvoir afficher le contenu, changer la variable basée sur qu'est-ce qui est sélectionné, je peux faire ici une interpolation. Je peux mettre finalement dans mon interpolation la variable. Donc, si c'est vrai, le contenu est affiché. Donc, à ce moment-là, je veux que mon bouton dise caché. Et si c'est faux, mon contenu va être caché et je veux que mon bouton dise affiche. Donc, si j'ai un test qui est basé sur l'état de la variable. Donc, encore là, l'état de la variable,
est lu ici. Quand c'est true, c'est cache. Si ça serait false, ça serait affiche. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, c'est cache parce que ma variable par défaut est true. Et si finalement je clique sur le bouton cacher, à ce moment-là, la variable est false, ce qui fait en sorte que c'est le deuxième mot qui est sélectionné, qui est retourné, qui fait en sorte que affiche est émis. Donc, ici, on vient de montrer finalement le ngIf. Dernier élément, qui n'est pas encore vu en classe, mais je vais quand même le mettre pour cette démonstration, qui est le ngFor. Donc, ici, on va ajouter finalement dans notre contenu un vecteur dans lequel il y a la liste des éléments. Donc, si j'ai mon liste livre va être égale à un dictionnaire qui contient un titre et un Angular directive. Donc, ici, on aurait pu mettre un type ou une interface pour dire que mon élément contient un vecteur de titres qui sont des chaînes de caractères. Donc ici, ça serait l'interface qui correspond à cet élément-là. Donc, dernier élément, je vais le mettre après le div, comme ça on va vraiment le voir apparaître. Je vais quand même le faire avec dans un div container, div row. Et ici, je vais faire donc, en fait, si j'y vais dans les notes de cours, je mets quand même un UL. Donc, je vais quand même respecter les notes de cours. Donc, je vais mettre un UL et je vais faire un LI pour le livre et les instructions. Donc, si j'utilise la directive ngFor, la directive va récupérer l'information du liste de livres. Donc, ça fait en sorte que l'information liste de livres est lue ici. Chaque item est itérativement interprété. Et si je viens de changer mon... Donc, chaque item est interprété par livre. Livre va avoir la valeur d'un contenu ici, donc d'un élément ici, et qui fait en sorte que si je ramasse le point titre, ça va me donner la valeur Angular qui va être affichée sur mon écran. Les éléments qui sont ici ne sont pas encore utilisés. On va les utiliser dans le prochain exercice qui sera à faire, donc qui est finalement qui va être finalement donc un exercice que vous allez pouvoir exécuter en classe. Donc pour ça, je vais arrêter ici, ce qui permet d'avoir fait la révision des éléments Angular liés au binding d'événements, au two-way binding, le ngIf et aussi de pouvoir voir brièvement le ngFor qui sont des éléments initiaux importants pour permettre de faire la création de nos pages. Merci et à bientôt.